Pourquoi, sur les parois des grottes du monde entier, de la France à l'Indonésie, retrouvons-nous sans cesse les mêmes symboles géométriques, ces points et ces traits que la numérologie sacrée identifie aujourd'hui comme le premier code de survie de l'humanité? Était-ce un langage, une carte du ciel, ou une clé pour déverrouiller les portes de l'invisible? Si vous êtes prêt à entendre le murmure des ancêtres et à comprendre pourquoi leur sang coule encore dans vos peurs nocturnes, abonnez-vous à l'Écho des Cavernes. Déposez un pouce bleu sur cet autel numérique pour que ce feu ne s'éteigne jamais. Question d'engagement. Écrivez dans les commentaires dans quel recoin du monde vous vous trouvez en cet instant, et dites-moi. Ressentez-vous parfois cette étrange nostalgie pour un monde que vous n'avez pourtant jamais connu? Chapitre 1. Le miroir brisé, au-delà du mythe du sauvage. Mes chers voyageurs du temps, nous devons commencer par un acte de destruction nécessaire. Il nous faut briser ce miroir déformant que le 19e siècle a placé devant nos yeux. L'image de la brute épaisse, du sauvage voûté, grognant et dénué de pensées complexes. C'est un mensonge confortable qui nous permet de nous croire supérieurs. Mais la réalité de l'an 10 000 avant notre ère est bien plus vertigineuse. Imaginez un homme, une femme, dont le cerveau est identique au vôtre. Leur capacité d'abstraction est totale. Ils ne vivent pas dans la survie brute, ils vivent dans une pureté sacrée. Là où vous voyez un rocher, ils voient une entité vibrante. Là où vous voyez un troupeau, ils voient une chorégraphie cosmique. L'intelligence paléolithique n'est pas une version primitive de la nôtre, elle est une forme d'intelligence globale, sensorielle, que nous avons troquée contre la spécialisation technique. Leur esprit était une cathédrale de mémoire. Sans écriture, chaque individu portait en lui une encyclopédie vivante de la flore, de la faune, des cycles lunaires et des lignées ancestrales. La psychologie de ces premiers groupes repose sur une interconnexion absolue. L'individu n'existe pas sans le clan, non par faiblesse, mais par une compréhension profonde de la résonance. Chaque geste, chaque taille de silex, était une prière silencieuse, un acte de création qui liait l'artisan à la matière. Dans cette première ère, la survie n'était pas une lutte contre la nature, mais une danse avec elle. La peur n'était pas une angoisse paralysante, mais une intuition aiguisée, un sixième sens qui permettait de lire le frémissement de l'herbe comme nous lisons un écran. C'est ici que naît la première psychologie humaine. Celle de l'observation totale. Il possédait une clarté mentale que le bruit de notre civilisation a étouffée. En entrant dans ce récit, demandez-vous. Qui, de l'homme de la ville ou de l'homme de la grotte, possède la vision la plus nette du monde? Leur monde est régi par des cycles que nous avons oubliés. Le chiffre 1 représentait l'unité du clan, le chiffre 2 la dualité entre la lumière du jour et l'obscurité de la caverne. Mais c'est le chiffre 3 qui commence déjà à apparaître sur les parois. Le passé, le présent et cet avenir incertain qu'ils tentaient de capturer par la magie du signe. Ils n'étaient pas des sauvages cherchant à devenir civilisés. Ils étaient des êtres accomplis, vivant dans l'équilibre précaire d'un monde où chaque souffle était un miracle conscient. Respirez avec eux. Écoutez le silence de la toundra. Le voyage ne fait que commencer. Chapitre 2 La psychologie de la grotte. Pourquoi nous craignons l'obscurité tout en y cherchant refuge? Approchez-vous du foyer, mes amis. Éloignez-vous des bords du cercle de lumière car nous allons maintenant pénétrer dans l'antre même de la psyché humaine. Pourquoi la grotte occupe-t-elle une place si centrale dans notre architecture mentale? Pour l'homme de l'an 10 000 avant notre ère, la grotte n'était pas simplement un abri contre le vent glacial de la toundra ou contre les crocs des prédateurs nocturnes. Elle était le ventre de la terre. C'était un espace de transition, un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits devenait poreuse. La psychologie de la grotte est une étude fascinante de la dualité humaine. D'un côté, nous avons la peur primale de l'obscurité. Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est le résidu d'une époque où l'ombre cachait réellement des dangers mortels. Dans le noir absolu de la caverne, nos sens se transforment. L'ouïe devient hypersensible et chaque goutte d'eau qui tombe sur le calcaire résonne comme un battement de cure monstrueux. Mais de l'autre côté, il y a la recherche du refuge. La grotte offre une protection dorsale absolue. Contre la paroi de pierre, on ne peut plus être surpris par derrière. C'est le premier espace de sécurité psychologique de l'humanité. Imaginez-vous marchant dans une galerie étroite tenant une petite lampe de grès remplie de graisse de renne. La flamme vacillante fait danser les parois. Pour nos ancêtres, les reliefs de la roche n'étaient pas inertes.
Sous la lumière mouvante, les bosses du calcaire devenaient le dos d'un bison ou l'épaule d'un mammouth. C'est ici que naît la pareidolie, cette capacité de notre cerveau à voir des formes familières dans le chaos. Mais pour eux, ce n'était pas une illusion d'optique. C'était une révélation. Ils ne dessinaient pas sur la roche, ils libéraient l'animal qui était déjà emprisonné à l'intérieur de la pierre. Dans cette obscurité, le temps s'efface. La numérologie de la caverne commence souvent par le chiffre 2. Le 2 est le symbole de la séparation entre l'espace profane de l'entrée où l'on mange et l'on dort et l'espace sacré des profondeurs où l'on ne pénètre que pour les rituels. Plus on s'enfonce dans les boyaux de la terre, plus on s'éloigne de la logique du jour pour entrer dans la logique du rêve. La psychologie de groupe change radicalement dans cet environnement. Le silence imposé par la masse rocheuse écrase les égos. On ne parle plus, on chuchote. On ne marche plus, on glisse. C'est dans ces profondeurs que l'homme a découvert son intériorité. Privé de la vue du ciel et des horizons, l'esprit est forcé de regarder en dedans. La grotte est la première salle de méditation de l'histoire. C'est là que l'intuition a pris le dessus sur l'instinct. On y pratiquait des privations sensorielles délibérées pour atteindre des états de conscience modifiés. La sensation de ne faire qu'un avec la pierre, avec la terre-mère, est une expérience psychologique qui a soudé les communautés. Partager l'obscurité crée un lien que la lumière du soleil ne peut égaler. Aujourd'hui encore, lorsque vous éteignez la lumière dans votre chambre et que vous ressentez une légère pointe d'inquiétude, c'est le souvenir de la grotte qui se réveille. Et lorsque vous vous glissez sous vos draps cherchant cette sensation de cocon douillet, c'est encore le souvenir de la caverne protectrice qui vous guide. Nous sommes les enfants de ceux qui ont apprivoisé l'ombre. Ils ont compris que pour trouver la vraie lumière, celle de l'esprit et de la connaissance, il fallait d'abord accepter de se perdre dans l'obscurité totale. La grotte n'était pas une prison, c'était un incubateur. Un lieu de naissance pour l'âme humaine où chaque creux de la roche portait la promesse d'une protection divine contre le chaos du monde extérieur. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'odeur de la pierre humide et de la fumée ancienne. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes en sécurité. Dans le silence de la terre, nous allons maintenant écouter ce que les premiers signes tentent de nous dire, car les murs parlent pour ceux qui savent regarder. Chapitre 3. La numérologie des premiers signes, les codes sur les os et les pierres. Regardez attentivement les parois de calcaire et les fragments des os calcinés qui jonchent le sol de notre abri, car sous vos yeux se déploie le premier système de pensée structuré de l'humanité. Avant l'invention de l'alphabet, avant les cités de Sumer et les pyramides d'Égypte, nos ancêtres utilisaient déjà une numérologie sacrée pour coder le monde. Ce ne sont pas de simples gribouillis de chasseurs oisifs, mais des équations métaphysiques destinées à capturer l'essence du temps et de la vie. La psychologie humaine possède un besoin fondamental de mettre de l'ordre dans le chaos de la nature. Pour l'homme de en 10 000 avant notre ère, le chiffre n'était pas un outil de comptabilité froide, mais une puissance vibratoire. Le premier chiffre qui apparaît avec une force obsessionnelle est le chiffre 1. Une seule ligne verticale gravée dans la pierre. Ce 1 représente l'axe du monde, la position verticale de l'homme entre la terre et le ciel. C'est le signe de l'affirmation de soi face au vide. Mais très vite, ce 1 se multiplie. On trouve des séries de coches sur des fémurs de reine, des alignements de points rouges dans les recoins les plus sombres des galeries. La numérologie paléolithique est intrinsèquement liée au cycle de la femme et de la lune. Les chercheurs ont découvert des os gravés de 28 ou 29 encoches. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la naissance de l'astronomie. En comptant les jours, les êtres humains ont cessé de subir le temps pour commencer à l'anticiper. Cette transition psychologique est colossale. Celui qui compte est celui qui possède le futur. En observant le cycle lunaire, nos ancêtres ont compris que la vie n'était pas une ligne droite qui se termine par la mort, mais un cercle qui revient sans cesse à son point de départ. Le chiffre 3 revient lui aussi avec une fréquence troublante. 3 traits, 3 mains ou 3 animaux superposés. Dans l'ésotérisme des cavernes, le 3 représente la trinité de l'existence, la naissance, la vie et la transformation. C'est le premier chiffre de la narration. Pour raconter une histoire, il faut un début, un milieu et une fin. En gravant le chiffre 3, l'homme préhistorique inventait le récit de sa propre vie. Il se séparait de l'animalité pure pour devenir le narrateur de son propre destin. Il y a ensuite le chiffre 7, souvent associé aux étoiles et aux constellations que l'on devine à l'entrée de la grotte. 7 points comme les 7 étoiles des Pléiades qui guidaient les migrations des grands troupeaux.
La psychologie de la survie dépendait de la précision de ces symboles. Une erreur de calcul dans le cycle des saisons et c'était la famine assurée pour tout le clan. Ces signes étaient donc bien plus que de LR, ils étaient des contrats passés avec l'univers. L'analyse des répétitions de lignes nous révèle aussi une forme de psychothérapie par le rythme. Tracer 10 ou 20 lignes identiques sur une paroi dans un état de transe permettait de calmer l'angoisse de l'inconnu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui un comportement répétitif apaisant. En codifiant sa peur par des chiffres et des signes, l'homme reprenait le contrôle sur son environnement. Chaque point rouge sur une paroi est un battement de cœur figé dans l'éternité, une preuve que nous étions là, que nous comptions et que nous comptions pour quelque chose. Ces codes gravés sur les os et les pierres sont les ancêtres de nos ordinateurs et de nos livres. Ils portent en eux une magie numérologique où chaque nombre possède une personnalité propre. Le 4 pour les 4 directions de l'espace, le 6 pour les articulations principales du corps humain. En structurant leur monde autour de ces nombres, les premiers hommes ont créé une architecture mentale capable de résister au froid de l'âge de glace. Ils ont compris que si le corps est mortel, le chiffre, lui, est éternel. Écoutez le crissement du silex urelos. Chaque encoche est un cri de conscience. Nous ne sommes plus dans le règne de l'arbitraire. Nous sommes dans l'ère du code. En comprenant la numérologie de nos ancêtres, nous commençons à déchiffrer le logiciel de l'âme humaine, car ces mêmes structures numériques régissent encore aujourd'hui vos pensées les plus profondes et vos rêves les plus secrets. Chapitre 4. Hiérarchie des ombres qui dirigeait réellement le clan. Oubliez les images des épinals de chefs de guerre brutaux écrasant leurs semblables par la seule force de leurs muscles. Dans le silence oppressant de en 10 000 avant notre ère, la hiérarchie ne reposait pas sur la violence mais sur la profondeur du regard et l'étendue de la mémoire. Bienvenue dans hiérarchie des ombres. Pour comprendre qui dirigeait réellement le clan, il faut observer qui se tenait au plus près des parois peintes dans la zone de résonance maximale de la grotte. La psychologie du pouvoir au Paléolithique est une psychologie de la connaissance sacrée. Celui qui dirige est celui qui sait. Celui qui sait où se trouvent les points des hauts quand la terre craquelle. Celui qui sait interpréter le vol des oiseaux migrateurs comme une carte du ciel. Et surtout celui qui sait parler aux esprits qui habitent la pierre. Le chef n'était pas un roi au sens moderne mais un médiateur. Un pont entre le monde visible des chasseurs et le monde invisible des ancêtres. Dans cette structure sociale complexe, le pouvoir était souvent partagé de manière subtile. Il y avait le guide de la chasse doué d'une intuition animale hors du commun, capable de prévoir le mouvement du troupeau de bisons avant même qu'il n'apparaisse à l'horizon. Mais au-dessus de lui, dans l'ombre de la caverne, se tenait souvent une figure plus discrète mais bien plus puissante, le détenteur des récits. C'est la personne qui possédait le savoir des plantes, des remèdes et des rituels de passage. La force physique est périssable mais le savoir est une monnaie éternelle. La numérologie du pouvoir s'organise souvent autour du chiffre 3 encore une fois. Il y avait le triangle de l'autorité, le sage, le guerrier et la guérisseuse. Ce 3 formait une unité indissociable assurant la survie psychologique du groupe. Hiérarchie des ombres se manifestait lors des grandes cérémonies à la lueur des torchers. On ne s'asseyait pas n'importe où. La distance par rapport au feu sacré déterminait votre rang. Plus vous étiez proche de la fumée et des peintures, plus vous étiez considéré comme ayant une âme capable de supporter le contact avec le divin. L'autorité ne s'exprimait pas par des cris mais par le silence et le geste précis. Imaginez la pression psychologique sur un jeune homme ou une jeune femme face à un ancien qui pointe du doigt une trace sur le sol ou une constellation. Le savoir était transmis par initiation secrète, créant des cercles concentriques des influences. On n'accédait pas à la connaissance supérieure sans avoir prouvé sa stabilité mentale et sa capacité à maîtriser ses peurs. Le véritable leader était celui qui restait calme alors que le blizzard hurlait à l'extérieur et que le bois de chauffage venait à manquer. Il existe une forme d'ésotérisme dans cette direction des âmes. Les anciens utilisaient les ombres projetées sur les murs pour raconter des histoires et pour manipuler les perceptions. En bougeant une lampe devant une gravure de lion, l'animal semblait bondir. Celui qui maîtrisait cet art de l'illusion maîtrisait l'esprit de ses pairs. Ce n'était pas une tromperie malveillante mais une nécessité pédagogique pour graver les lois du clan dans l'inconscient collectif. Les femmes jouaient un rôle primordial dans cette hiérarchie. Souvent gardiennes du feu et de la lignée, elles étaient les psychologues du clan, capables de déceler les tensions internes avant qu'elles ne dégénèrent en conflit.
Leur pouvoir était celui de la cohésion. Sans cette diplomatie de l'ombre, le groupe se serait fragmenté et la mort aurait emporté tout le monde. Et l'autorité paléolithique était donc une autorité de service. On dirigeait pour que le sang continue de couler dans les veines des nouveau-nés, pour que le feu ne s'éteigne jamais et pour que la mémoire des anciens ne se perde pas dans l'oubli. Regardez ces ombres qui dansent sur le plafond de votre chambre. Elles sont les héritières de ces projections anciennes. Le pouvoir n'est jamais là où on le croit. Il ne réside pas dans la couronne ou le sceptre, mais dans la capacité à donner un sens au monde et à guider les autres à travers les ténèbres de l'incertitude. Les chefs de jadis nous murmurent que la véritable force est celle de l'esprit et que le plus grand des guerriers est celui qui sait dompter ses propres démons avant de vouloir dompter la nature. Chapitre 5 Psychologie de survie, instinct contre logique. Entrons maintenant dans le sanctuaire de la décision humaine, là où tout se joue en une fraction de seconde sous la menace d'une griffe ou d'un froid mordant. Pour l'homme de en 10 000 avant notre ère, la survie n'était pas une série de choix logiques comme nous les concevons aujourd'hui, mais une tension permanente entre l'instinct animal et la naissance de la raison. C'est ici dans ce conflit intérieur que notre psychologie moderne a pris racine. Imaginez-vous sur la toundra balayée par les vents. Le ciel est d'un gris de plomb et l'horizon semble se refermer sur vous. Votre corps possède des réflexes vieux de millions d'années. C'est le premier système de votre esprit, l'instinct. Il ne réfléchit pas, il réagit. Si une ombre immense surgit derrière un rocher, votre cœur s'emballe, vos muscles se gorgent de sang et votre pensée s'arrête pour laisser place à la fuite ou au combat. Mais à cette époque, une seconde force commence à prendre le dessus, la logique préhistorique. La psychologie de survie au paléolithique est un chef des œuvres des équilibres. Si vous ne comptez que sur l'instinct, vous agissez comme une bête et vous finissez par tomber dans un piège. Si vous ne comptez que sur la logique, vous êtes trop lent et la bête vous dévore. Nos ancêtres ont survécu parce qu'ils ont appris à faire dialoguer ces deux mondes. La logique leur disait comment tailler un silex en suivant un angle de 45 degrés pour obtenir le tranchant parfait. Et l'instinct leur disait à quel moment précis lâcher la tension du bras pour que la lance atteigne le cœur du renne. Le chiffre 2 est ici le symbole de cette dualité. Deux hémisphères, deux mains, deux voies pour affronter le destin. Le stress de la survie a sculpté notre cerveau. Dans le froid éternel du Pléistocène, la paresse n'existait pas car elle signifiait la mort. Chaque individu devait être dans un état d'éveil total. Cette vigilance constante que nous appelons aujourd'hui l'hypervigilance ou l'anxiété était alors leur meilleur allié. C'était une sentinelle psychologique qui leur permettait de percevoir un changement des odeurs dans le vent annonçant une tempête de neige imminente. La logique de groupe venait ensuite tempérer l'instinct individuel. C'est là que la psychologie sociale est née. On apprend à sacrifier un besoin immédiat comme dévorer toute la viande de la chasse pour une sécurité future en stockant ou en partageant. C'est un acte de logique pure qui va à l'encontre de l'instinct de l'estomac. Ce calcul mental est la première pierre de la civilisation. On commence à prévoir les mouvements des saisons sur des cycles de 6 mois ou de 12 mois. On anticipe le besoin de fourrure avant que le premier flocon ne touche le sol. Mais l'instinct reste le gardien de l'intuition. Nos ancêtres savaient des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer par la raison. Ils ressentaient la présence d'un prédateur à travers les vibrations du sol. Ils comprenaient le langage des corbeaux qui indiquait la présence d'une carcasse au loin. Cette fusion entre la logique de l'outil et l'instinct de la perception a créé une forme de conscience supérieure, une clarté mentale que nous avons perdue dans notre monde saturé d'informations. Dans le silence de la nuit, alors que le feu baisse et que le froid s'infiltre sous les peaux de bêtes, la psychologie de survie devient une affaire de morale. Le désespoir est le plus grand ennemi de la logique. Celui qui perd l'espoir perd ses réflexes. C'est pourquoi les rituels et les récits étaient cruciaux. Ils servaient à maintenir la structure logique du monde quand l'instinct criait de peur. En racontant comment les ancêtres ont survécu à un hiver de 9 mois, on reprogrammait le cerveau des jeunes pour qu'il ne cède pas à la panique. La survie était une équation sacrée où chaque paramètre comptait. Une erreur de jugement sur l'épaisseur de la glace ou sur la fidélité d'un allié et l'histoire s'arrêtait là. Nous sommes les descendants de ceux qui ont toujours trouvé la solution à cette équation. En nous réside encore ce dialogue entre le cri de nos entrailles et le calme de notre raison. Quand vous vous sentez oppressé par un choix difficile, rappelez-vous de cet homme ou de cette femme debout dans la neige il y a 100 siècles.
Ils ont tranché pour vous. Ils ont choisi la vie en mariant la force de la bête avec la ruse de l'esprit. La logique nous a donné le monde mais l'instinct nous a permis de rester en vie pour en profiter. Écoutez votre propre intuition, elle est le murmure de 10 000 ans de victoire sur la mort. Chapitre 6 Énergie féminine du Paléolithique, gardienne du feu et des sens. Entrons maintenant dans la lumière douce et constante qui a permis à l'humanité de ne pas s'éteindre durant les millénaires de glace. Nous allons explorer l'énergie féminine du Paléolithique, un pilier invisible mais indestructible de la structure sociale et spirituelle. Pour comprendre cette époque, il faut effacer l'image de la femme passive attendant au fond de la grotte. En 10 000 avant notre ère, la femme est la gardienne des rythmes, la maîtresse du feu et la première psychologue des profondeurs. La psychologie de la femme paléolithique est ancrée dans la gestion du temps long. Alors que l'énergie masculine est souvent mobilisée pour l'explosion de force nécessaire à la chasse, l'énergie féminine s'exprime dans la continuité et la préservation. Elle est celle qui maintient le foyer, ce centre sacré autour duquel s'organise toute la vie du clan. Garder le feu n'est pas une tâche ménagère, c'est une fonction métaphysique. Si le feu meurt, le lien avec les ancêtres se brise et le froid s'empare des âmes autant que des corps. La femme est la prêtresse de cette chaleur primordiale. Le chiffre 3 est ici fondamental car il lie la femme aux 3 phases de la lune et aux 3 étapes de la vie, la jeune fille, la mère et l'ancienne. Cette triade donne à la femme un rôle de passerelle. Elle est celle qui donne la vie mais aussi celle qui prépare les morts pour leur dernier voyage. Dans les sépultures de cette période, on trouve souvent des parures de coquillages et de perles, des ivoires disposés avec une précision chirurgicale sur les corps féminins. Cela témoigne d'un respect immense pour leur statut de gardienne des sens et des symboles. L'énergie féminine est aussi celle de la connaissance botanique et médicinale. Pendant que les hommes suivent les traces des grands fauves, les femmes parcourent la terre à une échelle beaucoup plus fine. Elles connaissent les racines qui soignent, les herbes qui apaisent l'esprit et les baies qui nourrissent. Cette attention aux détails a développé une forme d'intelligence observationnelle unique. On peut dire que la science commence ici dans le panier d'une collectrice qui distingue 7 types de plantes différentes pour traiter une seule fièvre. Dans le domaine de l'ésotérisme, les fameuses statuettes de Vénus aux formes généreuses que nous retrouvons partout en Europe ne sont pas de simples idoles de fertilité. Elles représentent la psychologie de l'abondance dans un monde de pénurie. Elles sont des talismans de survie mentale. Porter l'image d'une femme puissante, c'est affirmer que la vie est plus forte que la mort. Ces objets étaient des ancres psychologiques pour tout le groupe. La femme était le centre de gravité émotionnelle du clan, capable de calmer les tensions et de maintenir la cohésion sociale par le langage et le chant. Le langage justement a probablement trouvé son raffinement dans la sphère féminine. La nécessité de transmettre des connaissances complexes sur les plantes et de gérer les émotions des enfants dans l'obscurité de la grotte a poussé à une sophistication de la parole. On ne parlait pas seulement pour désigner un objet mais pour exprimer un sentiment ou une peur. La femme paléolithique est la créatrice de l'empathie sociale. Elle sait lire les visages à la lueur des braises et deviner les souffrances invisibles. La numérologie sacrée des cycles féminins a également donné naissance au premier calendrier humain. En observant la correspondance entre leur propre corps et les phases de l'astre de nuit, les femmes ont compris que l'être humain fait partie d'une horloge cosmique. Cette découverte a changé la psychologie de l'espèce. Nous ne sommes plus des poussières errant dans le froid, nous sommes des êtres rythmés par le ciel. Le chiffre 9 représentant les lunes de la gestation est devenu un nombre sacré synonyme d'accomplissements et de miracles. Ressentez cette force tranquille qui émane du passé. L'énergie féminine n'était pas dans l'ombre de l'homme, elle était la structure même de l'ombre, celle qui donne forme et sens à l'obscurité. Elle nous rappelle que la survie n'est pas seulement une question de force brute mais une question de soin, d'attention et de mémoire. Sans ces gardiennes des sens, l'humanité n'aurait été qu'une espèce de prédateur parmi des autres. Grâce à elles, nous sommes devenus des êtres de culture et de rituels capables de transformer une grotte froide en un foyer éternel. Écoutez le crépitement du bois sec. C'est le rythme de leur vigilance. C'est le souffle d'une sagesse qui n'a jamais cessé de nous guider à travers les âges. Chapitre 7 Le rituel des initiations, comment le garçon devenait homme à travers la peur. Le silence de la grotte se fait plus lourd alors que nous avançons vers le cœur du mystère de la transformation humaine. En 10 000 avant notre ère, on ne naissait pas homme, on le devenait par une rupture brutale et nécessaire avec l'enfance.
Le rituel des initiations est la technologie psychologique la plus puissante jamais inventée pour forger l'esprit et garantir la survie du groupe. Imaginez un jeune garçon d'environ 12 ou 13 ans arraché au confort du foyer féminin pour être jeté dans les mâchoires de l'inconnu. La psychologie de l'initiation repose sur une mort symbolique. Pour devenir un protecteur du clan, l'enfant doit tuer en lui la part de dépendance et de peur infantile. Ce processus commence souvent par une isolation totale dans l'obscurité absolue. Le chiffre 1 est ici celui de la solitude. Le néophyte est laissé seul face à ses démons dans un recoin de la caverne que la lumière du feu ne peut atteindre. Pourquoi infliger une telle épreuve? Parce que celui qui n'a pas regardé son propre néant en face ne peut pas porter le poids des responsabilités collectives. Dans cette obscurité, le temps se dilate et les sens s'affolent. C'est ici que l'ésotérisme des sons entre en jeu. Les anciens cachés dans les replis de la roche utilisent des rhombes, ces instruments de bois que ont fait tourner au bout d'une corde pour produire un vrombissement surnaturel. Pour le jeune initié, ce n'est pas du bois, c'est la voix des ancêtres ou le rugissement d'un esprit lion. La peur n'est pas un ennemi, elle est un outil de malléabilité mentale. Sous l'effet d'un stress extrême, le cerveau devient plastique et les enseignements des sages se gravent pour l'éternité. Le chiffre 3 réapparaît dans la structure du rituel, la séparation est l'épreuve et la réintégration. Durant la phase de l'épreuve, le garçon doit souvent accomplir un acte de bravoure ou de maîtrise technique comme tailler un outil parfait dans le noir ou marquer la paroi d'une empreinte de main à l'ocre rouge. Cette main sur le mur est le sceau de son nouveau statut. Elle dit au monde et aux esprits: je ne suis plus un enfant, je suis une force agissante. La psychologie de la confiance en soi naît dans ce triomphe sur l'angoisse de mort. L'initiation est aussi une transmission de secrets numérologiques et symboliques. On lui enseigne les 7 chemins de la forêt, les 9 signes de la tempête et les 3 codes du chasseur. Ces connaissances ne sont pas données gratuitement, elles sont gagnées par la souffrance physique et morale. On peut y voir une forme de psychothérapie de choc. En apprenant à contrôler son souffle et son rythme cardiaque face au danger, l'initié développe une intelligence émotionnelle supérieure. Il apprend que la peur est une information et non un ordre. La figure du mentor ou du chaman joue un rôle crucial dans cette hiérarchie des ombres. Il n'est pas là pour consoler mais pour guider. Il représente la loi immuable de la nature. Après des jours de privation et de rituels, le jeune homme ressort de la grotte à la lumière du jour. Mais il ne voit plus le monde de la même manière. Le soleil n'est plus seulement une source de chaleur, c'est une entité avec laquelle il a désormais un contrat. La réintégration dans le clan est une fête mais aussi un rappel constant de ses nouveaux devoirs. Cette psychologie du passage a laissé des traces profondes dans notre mémoire génétique. Si aujourd'hui nos sociétés modernes manquent de repères, c'est peut-être parce que nous avons oublié l'importance de ces seuils symboliques. Le rituel des initiations paléolithiques transformait la peur en intuition et la force brute en sagesse disciplinée. Il créait des hommes capables de rester debout quand tout s'effondre parce qu'ils avaient déjà traversé le pire dans le ventre de la terre. Écoutez le battement de votre propre cœur. Il porte encore l'écho de ce tambour ancien, de ce vrombissement de bois dans le noir. Nous sommes les fils de ceux qui n'ont pas reculé devant leur propre ombre. Devenir un homme en 10 000 avant notre ère, c'était accepter de porter le destin du monde sur ses épaules avec la dignité de celui qui a vu les dieux dans le noir et qui en est revenu avec un nom et une mission. Chapitre 8. La magie de l'ocre. Pourquoi le rouge était la première couleur de Dieu. Regardez vos mains, mes amis, et imaginez les couvertes d'une poussière fine, grasse et d'un rouge profond comme le sang qui bat sous votre peau. En 10 000 avant notre ère, l'ocre n'était pas qu'un simple pigment de décoration pour les artistes des cavernes. C'était la substance même de la vie et de la mort, la première manifestation matérielle du sacré. La magie de l'ocre est une fenêtre ouverte sur l'ésotérisme le plus ancien de l'humanité, un pont entre la matière brute de la terre et les aspirations les plus hautes de l'esprit. La psychologie des couleurs commence par le rouge. Pourquoi cette obsession pour cette nuance précise que l'on retrouve dans presque toutes les sépultures et sur toutes les parois du monde? Parce que le rouge est la couleur de la transition. C'est la couleur de la naissance, là où la vie surgit dans la douleur et l'espoir. C'est la couleur de la blessure qui rappelle notre fragilité. Mais au Paléolithique, l'ocre rouge était surtout utilisé pour tromper la mort. En saupoudrant les corps des défunts de cette poudre minérale, nos ancêtres tentaient de rendre aux os la chaleur et la couleur du sang disparu.
C'était un acte de psychologie magique, une tentative de réanimation symbolique pour que le voyageur de El au-delà ne se perde pas dans la pâleur du néant. Et l'extraction de El Ocre était en soi un rituel de haute importance. On parcourait parfois des dizaines de kilomètres pour trouver la veine parfaite, la plus pure, la plus éclatante. Ce n'est pas de la simple logistique, c'est une quête de pureté. Le chiffre 1 représente ici cette source unique, cette terre-mère dont on tire la substance sacrée. Une fois récolté, le pigment était broyé, mélangé à de la graisse animale ou à de l'eau, créant une texture qui rappelle celle de la chair. Appliquer de l'ocre sur son visage ou sur son corps avant une chasse ou un rituel, c'était s'habiller de la force de la terre. C'était une manière de devenir invisible aux yeux des mauvais esprits et invincible face aux prédateurs. Dans la numérologie des signes, l'ocre est souvent associé au chiffre 3 encore une fois. On mélangeait le pigment avec de la salive pour créer un lien organique, puis on l'étalait en 3 couches ou en 3 points pour marquer les centres des énergies du corps. Les chamans savaient que le rouge stimule l'instinct de survie et la vigueur. Aujourd'hui encore, la psychologie moderne reconnaît que le rouge accélère le rythme cardiaque et excite les sens. Nos ancêtres l'avaient compris de manière intuitive 10 000 ans avant nous. Ils utilisaient l'ocre comme un catalyseur pour entrer en état de transe, pour briser la barrière entre le conscient et l'inconscient. Sur les parois de la grotte, l'ocre servait à tracer les contours de l'invisible. Quand un artiste posait sa main contre la pierre et soufflait la poudre rouge par-dessus, il créait un négatif, une main fantôme. Ce geste est chargé d'une psychologie puissante, c'est l'affirmation de la présence humaine contre l'immensité du vide. On trouve des séries de 7 mains ou de 9 points rouges alignés comme des codes secrets. Le 7 étant ici le chiffre de la complétude céleste et le 9 celui de la maturation. Ces symboles ne sont pas là pour être beaux, ils sont là pour vibrer. Et l'ésotérisme de l'ocre s'étendait aussi à la protection des objets. Les outils les plus précieux, les lances les plus droites, étaient souvent frottés de rouge. Cela leur donnait une âme, une intention de survie. Dans un monde de froid blanc et de forêt brune, le rouge était le signal de la volonté humaine. C'était la couleur de Dieu, non pas un Dieu lointain assis sur un nuage, mais un Dieu terrestre immanent qui réside dans le fer de la terre et dans les veines des hommes. En plongeant vos pensées dans ce rouge ancestral, vous touchez à la racine même de votre être. L'ocre est le premier langage de la dévotion. Chaque trait sur la pierre est une promesse faite à l'universel de ne jamais abandonner la flamme de la conscience. Les ancêtres nous murmurent que tant que nous porterons en nous cette couleur de feu, nous ne serons jamais totalement vaincus par l'ombre froide de l'oubli. Sentez cette chaleur monter en vous, c'est la magie de la terre qui vous appelle par votre nom de sang et de poussière. Chapitre 9. Les saisons des rêves, ce qu'ils voyaient dans le sommeil du glacier. Fermez les yeux un instant et laissez-vous emporter par le souffle glacé qui hurle à l'entrée de notre refuge. En 10 000 avant notre ère, le sommeil n'était pas un simple repos biologique mais une immersion dans un second monde tout aussi réel que celui de la veille. La psychologie du rêve au Paléolithique est une clé indispensable pour comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'isolement mental des longs hivers. Que voyaient-ils quand leur corps s'engourdissait sous les peaux de bêtes alors que le glacier grinçait au dehors? Pour l'homme préhistorique, le rêve était un espace de voyage ésotérique. Ils ne pensaient pas que le rêve venait de l'intérieur de leur cerveau, mais qu'il était une visite des esprits ou un déplacement de leur propre double spirituel. Cette vision change radicalement la psychologie de l'individu. On ne se sent jamais seul car même dans le noir absolu, le monde des rêves est peuplé de présence. Les chamans et les sages du clan accordaient une importance capitale aux visions nocturnes. Un rêve de grand cerf blanc n'était pas une simple image mais une consigne directe pour la chasse du lendemain, une guidance sacrée. La numérologie du sommeil s'articule souvent autour du chiffre 2. C'est la dualité entre l'âme qui reste dans le corps pour maintenir le souffle et l'âme qui s'envole pour explorer les territoires invisibles. Dans les périodes de grand froid où le groupe devait rester confiné pendant des semaines, l'activité onirique devenait la principale source d'informations et de distraction. Le rêve servait de simulateur de survie. En rêvant de confrontation avec des prédateurs ou de traversée de rivières gelées, le cerveau paléolithique s'entraînait à réagir avec une précision chirurgicale une fois réveillé. C'est ce que la psychologie moderne appelle la fonction de préparation aux menaces. Mais il y avait aussi une dimension plus profonde liée à la psychologie de la perte. Dans leurs songes, les premiers hommes retrouvaient ceux qui étaient partis. Le rêve était le seul pont existant vers le royaume des ancêtres.
Revoir un père ou une mère disparus sous forme de silhouette lumineuse apportait une consolation immense et renforçait la cohésion du groupe. Cela prouvait que la mort n'était qu'une porte et non une fin. Cette certitude gravée dans l'inconscient collectif a permis à l'humanité de ne pas sombrer dans le désespoir face à une nature souvent cruelle. Le chiffre 3 intervient ici comme le rythme des cycles du sommeil. La veille, le rêve et le grand sommeil de la mort. Pour les anciens, ces trois états n'étaient que des variations d'une même fréquence vibratoire. Ils utilisaient parfois des herbes ou des fumigations pour induire des rêves lucides cherchant à obtenir des réponses à des problèmes complexes que la logique du jour ne pouvait résoudre. C'est une forme de psychologie intuitive où elles ont fait appel à la sagesse des profondeurs pour trouver une issue à une crise climatique ou sociale. Imaginez les récits du matin autour du premier foyer que elles ranime. Chaque membre du clan partage sa vision. On analyse les signes, on compte les animaux vus en songe. Si trois personnes voient le même symbole, c'est que l'esprit de la montagne a parlé. Cette mise en commun des rêves créait une architecture mentale partagée, une sorte d'Internet psychique avant l'heure où l'information circulait par les symboles et les émotions. C'était la première forme de thérapie de groupe où on évacuait les angoisses de la journée pour les transformer en récits mythiques. Les rêves du glacier étaient peuplés de géants de glace et des animaux aux proportions fantastiques. La psychologie de l'espace était alors immense car l'horizon n'avait pas de fin. En rêvant de terres plus chaudes, de vallées verdoyantes, nos ancêtres maintenaient vivante l'idée du mouvement et de l'espoir. Le rêve était le moteur de la migration. On suivait une vision comme on suit une piste de sang dans la neige. Sans cette capacité à imaginer un ailleurs par le rêve, l'humanité serait restée figée et aurait péri de froid. Aujourd'hui encore, lorsque vous tombez dans le sommeil et que des images étranges vous assaillent, vous marchez dans les pas de ces voyageurs du vide. Vos rêves portent les cicatrices et les gloires de 10 000 ans d'évolution. La psychologie moderne redécouvre ce que les hommes de la pierre savaient déjà. Le rêve est le laboratoire de l'âme, le lieu où se forgent nos plus grandes victoires serait l'obscurité. Écoutez vos visions, elles sont les échos d'une sagesse qui a traversé les millénaires pour vous guider vers votre propre lumière intérieure. Chapitre 10. Architecture du son. La caverne comme instrument pour le trance. Fermez les yeux et laissez le silence vous envahir. Mais ce silence n'est pas vide. En l'an 10 000 avant notre ère, les profondeurs de la terre ne sont pas muettes. Elles vibrent. Elles chantent. Bienvenue dans l'architecture du son, là où la grotte devient un instrument de musique colossal conçu pour briser les limites de la conscience humaine. La psychologie auditive de nos ancêtres était d'une finesse que nous avons presque totalement perdue dans le vacarme de nos machines modernes. Imaginez-vous marchant dans une galerie étroite. Soudain, un chaman s'arrête devant une stalactite précise. Il ne la choisit pas au hasard. Il la frappe doucement avec une pierre. Un son cristallin pur et profond résonne à travers la cavité. C'est la lithophonie. Pour l'homme du Paléolithique, la pierre n'est pas une matière inerte, elle est une voix. En frappant ces orgues naturels, nos ancêtres composaient les premières symphonies de l'humanité. Ils utilisaient les propriétés acoustiques de la roche pour induire des états de psychologie modifiés. Le chiffre 3 est ici le maître de la résonance. Il y a le son émis, le son réfléchi par la paroi, et le son qui s'installe dans le corps de l'auditeur. Les chercheurs modernes ont découvert un fait troublant: les peintures rupestres les plus complexes se situent presque toujours aux endroits où l'acoustique est la meilleure. Là où l'écho est le plus puissant, là où la voix semble se multiplier par 7. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une science ésotérique du son. Le chant servait de guide dans le noir. Dans certaines grottes, on peut se diriger uniquement en écoutant la résonance de ses propres pas ou de sa respiration. La psychologie du son dans la grotte est une psychologie de la fusion. Lorsque plusieurs membres du clan commencent à chantonner ou à imiter le cri des animaux, les fréquences sonores s'harmonisent. À un certain niveau de décibels et de rythme, le cerveau humain entre en phase avec l'environnement. Les parois semblent bouger. Les animaux peints sur les murs commencent à respirer au rythme des percussions. Le chiffre 2 représente ici la dualité entre le monde physique et le monde vibratoire qui s'entrechoquent pour créer une troisième réalité, le trance. L'utilisation des rhombes et des flûtes en os de vautour ou de cygnes ajoutait une couche de complexité à cette architecture sonore. Les flûtes à 3 ou 5 trous permettaient de créer des mélodies qui imitaient le vent ou les oiseaux. Mais le véritable instrument, c'était la gorge humaine.
Le chant guttural, les sifflements et les cris rythmés servaient à évacuer les angoisses collectives et à renforcer le sentiment d'appartenance. Dans l'obscurité, le son est la seule chose qui nous relie les uns aux autres. Il est le fil des Ariane qui empêche l'esprit de se perdre dans la folie de l'isolement. Il existe une dimension mystique dans cette architecture du son. Nos ancêtres croyaient que le son pouvait ouvrir des passages dans la roche. En chantant devant une fissure, ils appelaient les esprits de la terre à sortir. C'est une forme de psychothérapie par la vibration où on exprime par le cri ce que les mots ne peuvent encore dire. Le chiffre 1 devient alors le symbole du cri originel, celui qui brise le silence de la création. Les enfants apprenaient très tôt à écouter la grotte, à comprendre ses soupirs, ses craquements et ses échos. Cette sensibilité acoustique a sculpté notre perception de l'espace. Aujourd'hui encore, lorsque vous entrez dans une cathédrale ou une grande salle vide, votre cerveau cherche inconsciemment la résonance de la grotte originelle. Nous avons besoin de cette architecture sonore pour nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Les ancêtres nous disent que le monde est une vibration constante et que celui qui sait écouter peut entendre le cœur de la terre battre sous ses pieds. Écoutez maintenant ce battement sourd qui résonne dans votre propre poitrine. C'est le premier tambour. C'est l'écho des cavernes qui ne s'est jamais tu. En comprenant l'acoustique de nos pères, nous redécouvrons que la musique n'est pas un divertissement mais une nécessité biologique pour maintenir l'équilibre de notre âme face au vide de l'univers. La grotte chante encore pour ceux qui ont le courage de faire silence. Chapitre 11. La connexion avec les animaux, le totémisme comme première psychothérapie. Regardez ces yeux qui brillent dans le noir juste au-delà de la lueur de notre foyer. En 10 000 avant notre ère, la frontière entre l'homme et l'animal n'est pas une muraille mais un voile de brume transparent. Pour nos ancêtres, l'animal n'était pas une simple ressource calorique ou une proie stupide. Il était un miroir, un maître et un double spirituel. Bienvenue dans l'univers du totémisme, la première forme de psychothérapie de l'humanité où l'identification à la bête permettait de soigner les failles de l'âme humaine. La psychologie paléolithique repose sur une observation méticuleuse du vivant. Pour survivre dans un monde dominé par des prédateurs colossaux, l'homme a dû apprendre à penser comme eux. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'empathie cognitive appliquée aux autres espèces. Mais à cette époque, cela allait bien plus loin. On ne se contentait pas d'observer le loup ou l'ours, on cherchait à absorber leur essence. Le chiffre 1 représente ici cette unité primordiale entre l'homme et son totem. Si mon clan est le clan du bison, je possède en moi la force, la résilience et la puissance de cet animal. Cette croyance agissait comme une armure psychologique indestructible. L'ésotérisme du totem se manifeste dans le choix de l'animal protecteur. Ce choix n'était jamais arbitraire. Il était dicté par les besoins psychologiques du groupe ou par des visions obtenues lors de rituels de jeûne. Le chiffre 2 symbolise ici le partenariat sacré entre l'individu et son guide animal. L'homme ne se sentait jamais seul face à la nature sauvage car il marchait avec l'esprit de son totem à ses côtés. Cela permettait de transformer la peur de l'inconnu en une collaboration avec le divin. Face à un lion des cavernes, le chasseur ne voyait pas seulement un danger mais une puissance à respecter et si possible à égaler par la ruse et le courage. Le totémisme fonctionnait comme une véritable thérapie de groupe. Il offrait une structure identitaire claire. Le chiffre 3 intervient ici dans le triangle de la relation l'homme et l'animal et l'esprit ancestral. En se projetant dans la figure de l'animal, l'homme pouvait exprimer des instincts que la vie sociale obligeait à canaliser. La colère devenait la force de l'ours, la rapidité devenait l'agilité du cerf. Cette métamorphose symbolique permettait de réguler les émotions violentes et de les mettre au service de la survie collective. On ne tuait pas l'animal de son propre totem sauf lors de rituels sacrificiels extrêmement codifiés car tuer le totem revenait à se tuer soi-même. Dans la pénombre de la grotte, les peintures des animaux ne sont pas des galeries des arts. Ce sont des autels de psychothérapie. En touchant le flanc d'un cheval peint à l'ocre rouge, le chasseur blessé ou le jeune homme angoissé cherchait à capter la fluidité et l'énergie du mouvement de la bête. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui la projection. Les animaux servaient de support pour traiter les traumatismes et les doutes. Le chiffre 7 revient souvent dans les représentations de troupeaux suggérant des cycles de migration que on devait suivre non seulement pour manger mais pour rester en phase avec l'ordre cosmique. Cette connexion avec l'animal a également donné naissance à la première éthique de la chasse.
On ne prélevait pas une vie sans demander pardon ou sans remercier l'esprit de la forêt. Cette pratique visait à soulager la culpabilité inhérente à l'acte de donner la mort. En considérant l'animal comme un égal ou un frère aîné, l'homme paléolithique maintenait son équilibre mental dans un monde de violence nécessaire. Le respect de la proie était la condition sine qua non de la réussite future. La psychologie du don et du contre-don entre les espèces est le fondement de notre rapport à la nature. Aujourd'hui encore, cette connexion survit dans nos rêves et dans nos archétypes. Pourquoi nos enfants sont-ils fascinés par les animaux? Pourquoi utilisons-nous encore des métaphores animalières pour décrire nos caractères? C'est l'écho du totémisme ancien qui résonne en nous. Nos ancêtres savaient que l'homme ne peut pas être pleinement humain s'il oublie la part animale qui bat dans son sang. En nous reliant aux bêtes, ils nous ont appris la patience, la ruse et la dignité du silence. Écoutez le hurlement lointain dans la montagne. Ce n'est pas un cri de menace, est un appel à la mémoire. Nous sommes les héritiers de cette alliance sacrée. L'animal est notre premier miroir et dans ses yeux nous découvrons qui nous sommes vraiment, des êtres de chair et des esprits cherchant leur place dans la grande danse de la vie. Chapitre 12. Les alliances secrètes. Comment les petits signes des attentions sauvaient des vies. Avancez encore un peu plus près de la chaleur car nous entrons dans la zone de la diplomatie du silence. En l'an 10 000 avant notre ère, la survie ne tenait pas seulement à la solidité d'une lance ou à l'épaisseur d'une fourrure. Elle dépendait d'une toile invisible tissée de micro-attentions et des alliances tacites. Dans ce monde de glace et devant la solitude est une condamnation à mort. La psychologie des alliances secrètes est l'art de transformer l'étranger en frère et la méfiance en loyauté absolue par des gestes que nous jugerions aujourd'hui insignifiants. La psychologie de la coopération humaine a pris racine dans ces petits signes de reconnaissance. Imaginez deux groupes se croisant dans une vallée immense et vide. Le premier réflexe dicté par l'instinct est la peur et la défense. Mais c'est ici que intervient la logique des alliances. Un simple échange des objets, un morceau de silex blond contre un coquillage percé suffit à briser la glace. Le chiffre 2 symbolise ici la rencontre des altérités. Ce n'est pas une transaction commerciale mais un pacte ésotérique. En acceptant l'objet de l'autre, on accepte une part de son esprit. On crée un lien de dette sacrée qui garantit que si la famine frappe l'un des deux clans, l'autre ouvrira ses réserves. L'ésotérisme de ces alliances se niche dans les détails. On s'échangeait des signes de reconnaissance gravés sur des os de reine. Ces objets appelés par les archéologues bâtons percés étaient parfois des laissez-passer ou des symboles de protection mutuelle. Porter le signe d'un clan allié, c'était voyager avec une armée invisible à ses côtés. La psychologie du don et du contre-don est le moteur de cette époque. Le chiffre 3 intervient ici comme la structure de la paix, l'acte de donner et l'acte de recevoir et l'obligation de rendre. Cette trinité sociale empêchait les guerres et exterminations et permettait la circulation des gènes et des idées sur des milliers de kilomètres. Les alliances secrètes existaient aussi à l'intérieur même du groupe. Dans l'ombre de la grotte, les individus se liaient par des pactes de sang ou des serments murmurés à l'oreille des anciens. Ces liens étaient bien plus forts que les liens de parenté. Ils servaient de filet de sécurité psychologique. Si un chasseur était blessé, il savait que son partenaire des alliances ne l'abandonnerait pas même au prix de sa propre vie. Cette fidélité extrême est née de la nécessité absolue de la confiance. On ne peut pas dormir dans une grotte ouverte au vent si on ne croit pas aveuglément en la vigilance de celui qui monte la garde. Le chiffre 7 revient souvent dans les récits de parenté et des alliances. On cherchait parfois des partenaires à 7 jours de marche pour s'assurer que le réseau des entraides couvrait un territoire assez vaste face aux aléas du climat. Cette vision à long terme montre une intelligence stratégique fascinante. La psychologie de la prévoyance ne concernait pas seulement la nourriture mais aussi le capital humain. Les femmes étaient souvent les grandes architectes de ces alliances. Par leur déplacement et leur mariage entre clans, elles créaient une cartographie de la paix. Elles étaient les messagères qui portaient les nouvelles et les techniques de groupe en groupe assurant la cohésion de l'espèce tout entière. Les petits signes des attentions étaient les outils de cette diplomatie quotidienne. Partager une moelle de reine sans que cela soit demandé, offrir une place plus proche du feu à un ancien fatigué, épouiller le dos d'un compagnon. Ces gestes de soin créaient une hormone de l'attachement et l'ocytocine qui calmait l'anxiété de groupe. En l'an 10 000, la psychologie de la tendresse était une arme de guerre contre le chaos.
Le chiffre 1 représente ici est l'individu qui décide de faire un pas vers l'autre, brisant ainsi le cercle de l'égoïsme biologique. Aujourd'hui nous appelons cela le réseau social, mais à l'époque c'était une question de pulsation cardiaque partagée. Les alliances secrètes de nos ancêtres nous ont appris que l'humanité ne progresse pas par la compétition mais par la capacité à se rendre vulnérable devant l'autre pour construire une force commune. En regardant les étoiles ce soir, rappelez-vous que chaque point de lumière est comme un feu de camp lointain. Nos ancêtres regardaient ces mêmes lumières et savaient qu'ailleurs derrière la montagne un allié veillait aussi. Écoutez le craquement des brindilles sous les pas de celui qui approche. Est-ce un ennemi ou un frère de sang? La réponse dépend de la magie du signe que vous avez gravé dans votre mémoire. La confiance est le premier outil que nous avons inventé et c'est encore le seul qui nous empêche de tomber dans l'abîme. Chapitre 13. La psychologie de la perte. Comment les premiers hommes vivaient le chagrin. Le feu crépite mais la chaleur semble s'éloigner alors que nous abordons le territoire le plus intime et le plus douloureux de l'âme humaine. En l'an 10 000 avant notre ère, la mort n'était pas une étrangère cachée derrière les murs d'un hôpital. Elle était une compagne constante, une ombre qui pouvait s'abattre à chaque instant sur le nouveau-né ou sur le chasseur chevronné. La psychologie de la perte au Paléolithique est le berceau de notre humanité car c'est dans le refus de l'oubli que l'homme a commencé à s'élever au-dessus de la simple condition biologique. Lorsqu'un membre du clan s'éteignait, le vide laissé n'était pas seulement physique, il était une rupture dans la trame spirituelle du groupe. La psychologie du deuil commençait par un choc que nous ressentons encore aujourd'hui, mais nos ancêtres y répondaient par une mise en scène ésotérique d'une profondeur absolue. On ne laissait pas le corps à la merci des charognards. Pourquoi? Parce que la conscience paléolithique refusait de croire que tout s'arrêtait au dernier souffle. C'est ici que naissent les premières sépultures, ces messages adressés à l'éternité. Le chiffre 1 représente ici l'absence unique et l'être qui ne reviendra plus. Pour combler ce vide, on inventait le rituel de passage. On plaçait le défunt en position fœtale. Cette posture est une métaphore psychologique puissante. Mourir, c'était retourner dans le ventre de la terre-mère pour y préparer une nouvelle naissance. Le chiffre 2 symbolise alors la dualité entre la dépouille de chair et l'esprit qui doit entamer son voyage vers le grand ailleurs. On déposait aux côtés du disparu des objets familiers, un collier de dents de renard, un couteau de silex finement taillé ou une défense de mammouth. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la psychothérapie pour les vivants. En agissant ainsi, le clan affirmait que le lien n'était pas rompu, que l'amour et la reconnaissance survivaient à la putréfaction. Et l'ésotérisme de la perte se manifestait par l'utilisation massive de l'ocre rouge dont nous avons déjà parlé, mais aussi par le dépôt de fleurs. À Shanidar ou dans des autres sites antiques, nous avons trouvé des traces de pollen indiquant que des bouquets de millefeuilles de bleuets et de mauves étaient déposés sur les corps. Imaginez cette scène il y a 100 siècles, des mains rudes de chasseurs cueillant des fleurs fragiles pour adoucir le lit de mort d'un compagnon. Cette sensibilité montre que la psychologie de l'attachement était déjà totale. On souffrait, on pleurait et on utilisait le rite pour canaliser une tristesse qui sinon aurait pu détruire la volonté de survivre du groupe. Le chiffre 3 revient dans le temps du deuil. Il y avait le temps des pleurs, le temps de l'enterrement et le temps du souvenir. Ce cycle de 3 permettait à l'esprit de se réorganiser. On ne restait pas figé dans la douleur car la toundra n'attend pas. La psychologie de la résilience était forgée par la nécessité mais elle était sublimée par l'art. On gravait parfois sur les parois de la grotte un signe ou un animal en mémoire de celui qui était parti, transformant le chagrin individuel en un mythe collectif. La psychologie de la perte concernait aussi les enfants. La mortalité infantile était un fléau terrible. On trouve des sépultures des enfants parés de milliers de perles d'ivoire dont la fabrication avait dû demander des mois de travail acharné à tout le clan. Quel message plus fort de valeur humaine que de consacrer tant d'énergie à un être qui n'a pas encore pu contribuer à la survie du groupe. Cela nous dit que l'individu avait une valeur sacrée intrinsèque. Le chagrin était le moteur de la création. On compensait la perte par la beauté. Le chiffre 7 est parfois associé au jour de lamentation ou au cycle lunaire nécessaire pour que l'esprit du mort s'éloigne de la grotte des vivants. On craignait que l'âme errante ne vienne tourmenter les survivants par nostalgie. On pratiquait donc des rituels de séparation pour libérer autant le mort que les vivants. Cette gestion psychologique de la finitude a permis à l'homme de ne pas devenir fou dans un monde de danger. En créant un au-delà, on rendait la vie ici-bas supportable.
Aujourd'hui, quand vous ressentez ce vide immense après une séparation ou un décès, c'est la même vieille douleur qui remonte du fond des âges. Nos larmes ont le même sel que celles des hommes du Paléolithique. Mais rappelez-vous leur leçon. Ils ont transformé la mort en culture. Ils ont fait de la tombe un jardin et du silence une légende. En honorant nos pertes, nous honorons notre propre survie. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle en est le miroir sombre qui nous oblige à voir l'importance de chaque instant de lumière. Écoutez le vent qui gémit entre les rochers. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est le chant de ceux qui se souviennent. Nous sommes les gardiens de leur mémoire et chaque pensée pour nos disparus est un trait des ocres sur les murs de notre propre conscience. Chapitre 14. Le langage du silence. De quoi parlait-il quand il n'y avait pas de mots? Approchez-vous encore, mes amis, car nous touchons ici à l'essence même de la communication humaine avant que le bruit des civilisations ne vienne saturer nos oreilles. En 10 000 avant notre ère, la parole existait certes, mais elle n'était que l'écume à la surface d'un océan de silence. Le langage du silence est une psychologie de la perception pure où on communique par le regard, le geste et la vibration de l'air. Pour nos ancêtres, parler trop était une faiblesse, une dépense d'énergie inutile et un risque mortel face aux prédateurs. La psychologie de la communication paléolithique repose sur une lecture totale du corps de l'autre. Dans le silence de la traque ou dans la pénombre de la grotte, un haussement des épaules ou une tension de la mâchoire transmettait plus d'informations qu'un long discours. C'était une forme de télépathie sensorielle. Le chiffre 1 représente ici l'unité du message. Un seul signe de la main et tout le clan sait s'il faut s'accroupir et s'enfuir ou se préparer à la fête. Ce langage n'était pas pauvre, il était d'une densité extrême car chaque silence était chargé d'une intention. Et l'ésotérisme du silence se manifestait dans les rituels de chasse. On communiquait avec les mains en imitant les oreilles d'un cerf ou les cornes d'un bison. Mais au-delà de la technique, il y avait la conviction que le silence permettait d'entendre la voix de la terre elle-même. Le chiffre 2 symbolise cette dualité entre le monde des mots bruyants et superficiels et le monde du silence profond et sacré. Les chamans pratiquaient des jeûnes de parole durant plusieurs jours pour aiguiser leur intuition. Ils savaient que lorsque la bouche tait, l'esprit commence à voir. Dans la psychologie des relations, le silence était la preuve ultime de la confiance. Être capable de rester assis pendant des heures autour d'un feu avec un compagnon sans prononcer une seule parole est un signe de connexion absolue. C'est ce que nous avons perdu dans notre monde moderne où le silence nous fait peur et nous pousse à remplir le vide par du bavardage. Pour l'homme de la pierre, le silence n'était pas un vide mais une plénitude. Le chiffre 3 intervient ici comme l'équilibre entre le locuteur et l'auditeur et l'espace de silence qui les relie. Ce triangle permettait une compréhension émotionnelle que les mots ne peuvent que trahir. Le langage du silence s'exprimait aussi par les signes laissés sur le chemin. Un caillou posé sur une branche, une trace de doigt dans l'argile, un alignement de cette pierre. Ces signaux discrets étaient des messages adressés à ceux qui passeraient plus tard. C'était une écriture de l'invisible. La psychologie de la survie exigeait que on sache lire ces non-dits. Un silence trop pesant dans la forêt indiquait la présence d'un grand fauve. Un silence léger et musical indiquait la proximité d'une source. Nos ancêtres étaient des maîtres de l'exégèse du silence. Dans l'obscurité de la caverne, le silence devenait une architecture. On apprenait aux enfants à écouter le silence de la roche car c'est dans ce silence que l'on perçoit les vibrations les plus subtiles de l'univers. On leur enseignait que les mots sont des flèches que on ne doit décocher qu'avec une précision chirurgicale. Le chiffre 9 représente dans cet ésotérisme les 9 paliers du silence que on doit traverser pour atteindre la sagesse. Du silence de l'attente au silence de la mort, chaque étape était une leçon de psychologie sur la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous vivons dans une pollution sonore permanente qui nous empêche de nous entendre nous-mêmes. En nous replongeant dans le langage du silence de nos ancêtres, nous redécouvrons une vérité fondamentale: la communication la plus profonde ne nécessite aucune syntaxe. Elle nécessite une présence. Le silence nous apprend l'humilité face à l'immensité du monde. Il nous apprend à écouter non pas avec nos oreilles mais avec notre peau, avec nos os, avec notre âme. Écoutez le silence qui s'installe entre mes phrases. Ce n'est pas une absence de contenu, c'est le moment où votre propre intuition prend le relais. C'est là que les ancêtres vous parlent vraiment. Le langage du silence est le seul langage universel, celui qui unit l'homme du Paléolithique à l'homme de demain.
Ne craignez plus le vide, laissez-le vous remplir de sa force tranquille. Chapitre 15. La numérologie de la chasse sacrée, cycle de la lune et du gibier. Le feu commence à faiblir et les ombres s'étirent sur les parois de notre caverne, mais restez attentifs car nous abordons maintenant la géométrie sacrée du sang et du temps. En 10 000 avant notre ère, la chasse n'était pas une simple quête de protéines. C'était une opération mathématique et ésotérique de haute précision. La survie du clan reposait sur la capacité des chasseurs à lire les nombres inscrits dans la nature. La numérologie de la chasse est l'art de synchroniser le rythme cardiaque de l'homme avec le mouvement des astres et la course des bêtes. La psychologie du chasseur paléolithique est une psychologie de la patience absolue et du calcul mental permanent. Le chiffre 1 représente ici l'objectif unique, la pointe de la lance qui doit rencontrer le point vital. Mais pour que ce 1 se réalise, il faut maîtriser une multitude de variables numériques. Nos ancêtres avaient compris que les animaux ne se déplacent pas au hasard. Ils suivent des cycles de 7 jours ou de 28 jours calqués sur les phases de la Lune. Le chasseur était le premier astronome de l'humanité. Il levait les yeux vers le croissant lunaire pour savoir quand les rennes entameraient leur grande migration vers le sud. Le chiffre 2 symbolise la dualité de la traque, le prédateur et la proie liés par un fil invisible. Pour réussir une chasse, il fallait entrer dans une psychologie de miroir. Le chasseur devait devenir la bête par la pensée. Il comptait les pas, il mesurait la direction du vent et il estimait la distance en utilisant son propre corps comme unité de mesure. Cette numérologie corporelle permettait de transformer l'espace immense de la toundra en une grille de probabilité. Chaque trace dans la neige était un chiffre, chaque branche cassée était une soustraction dans le compte à rebours avant l'affrontement final. Dans l'ésotérisme des cavernes, le chiffre 3 est celui de la triple alliance, la terre qui porte la bête et l'animal qui offre sa vie et l'homme qui reçoit le don. On ne partait jamais à la chasse sans avoir tracé 3 lignes de sang ou des ocres sur son front. Ce rituel servait à aligner les 3 centres de pouvoir et l'île pour voir le cœur pour ne pas faiblir et la main pour frapper juste. Cette préparation psychologique était indispensable pour surmonter le stress de la confrontation avec des animaux qui pesaient parfois 10 fois le poids d'un homme. Le courage n'était pas l'absence de peur mais une équation résolue entre le risque et la nécessité. Le chiffre 7 revient avec insistance dans les observations des cycles de reproduction. Nos ancêtres savaient que la vie est une roue. Ils comptaient les lunes de gestation des chevaux et des aurochs. Cette connaissance numérologique leur permettait de pratiquer une forme de gestion des ressources. On ne tuait pas les femelles pleines car cela revenait à voler les chiffres de l'avenir. La psychologie de la chasse était donc une psychologie de la responsabilité envers les générations futures. On prélevait ce qui était nécessaire en suivant les calculs dictés par les esprits de la forêt. Il y avait aussi une mystique des nombres dans l'acte même de l'abattage. Le chiffre 9 était souvent associé à la complétude du sacrifice. On considérait que l'animal possédait 9 points de vie ou 9 souffles que le chasseur devait libérer avec respect. Après la mise à mort, on pratiquait une numérologie du partage. La viande était divisée selon des règles strictes définies par le rang et le besoin. Le chiffre 1 redevenait alors le symbole de l'unité du clan retrouvée autour du repas sacré. Cette mathématique du sang a sculpté notre cerveau. Aujourd'hui encore, notre capacité à anticiper les tendances, à calculer les risques et à suivre des rythmes complexes vient de ces millénaires passés à compter les étoiles et les traces de sabots. La chasse nous a appris que l'univers n'est pas un chaos mais une symphonie de cycles numérotés. En comprenant la numérologie de nos ancêtres, nous comprenons que nous sommes nés pour être en harmonie avec les battements de cœur du monde. Écoutez le silence de la plaine avant l'orage. C'est le moment où tous les chiffres s'annulent pour laisser place à l'action pure. C'est le moment où l'homme se sent enfin à sa place dans le grand calcul de la création. La chasse est terminée, le feu nous attend et les nombres de la nuit commencent à briller au-dessus de nos têtes fatiguées mais victorieuses. Chapitre 16. Relations entre les espèces, rencontres entre sapiens et Néandertal, conflits ou échanges. Le vent change de direction et apporte avec lui une odeur inconnue, une présence qui n'appartient pas à notre sang immédiat mais qui nous ressemble étrangement. En 10 000 avant notre ère, alors que les derniers représentants de l'humanité ancienne s'effacent dans les replis de l'histoire, nous devons aborder le chapitre le plus fascinant de notre psychologie évolutive, la rencontre avec l'autre. Sapiens et Néandertal ne sont pas des ennemis de légende mais 2 versions de la conscience humaine qui se sont observées, jaugées et parfois aimées dans le silence des forêts primordiales. La psychologie de cette rencontre est une étude sur le choc des perceptions.
Imaginez le premier regard. Le chiffre 2 symbolise ici la confrontation de deux miroirs. D'un côté Sapiens avec sa pensée symbolique foisonnante, ses bijoux des os et sa parole fluide. De l'autre Néandertal est l'enfant de l'Europe ancienne avec son corps robuste taillé pour le froid extrême et sa spiritualité silencieuse ancrée dans la roche. La peur de l'étranger est une réaction biologique primaire, mais chez nos ancêtres elle a été tempérée par une curiosité ésotérique. Pour Sapiens, Néandertal n'était pas un singe, il était un esprit de la montagne, une force de la nature incarnée dans une chair puissante. Et l'ésotérisme de ce contact réside dans l'échange des savoirs invisibles. On ne s'échangeait pas seulement des morceaux de silex ou des quartiers de viande. On s'échangeait des visions du monde. Le chiffre 3 représente ici cette synthèse nouvelle qui s'est opérée l'un l'autre et l'hybride qui naît de leur union. Car la science moderne nous l'a confirmé en 2026, nous portons tous en nous environ 2% du sang de Néandertal. Cela signifie que la psychologie de la perte et du remplacement a été en réalité une psychologie de l'intégration. Nous n'avons pas exterminé l'autre, nous l'avons absorbé. Dans la pénombre des cavernes partagées, le chiffre 7 revient comme le symbole des cycles de cohabitation. On imagine des clans sapiens et néandertaliens s'observant à distance pendant cette saison avant d'oser un geste de paix. La psychologie de la survie a poussé à des alliances de nécessité. Néandertal connaissait les passages secrets des grottes et les vertus des plantes locales que Sapiens arrivant du sud ignorait encore. En retour, Sapiens apportait ses codes de numérologie et sa capacité à organiser des réseaux sociaux sur de vastes distances. Ce fut un troc de conscience, une fusion des intuitions. Le conflit n'était pourtant jamais loin. La psychologie du territoire est féroce quand les ressources s'amenuisent sous la pression du glacier. Le chiffre 1 devient alors le symbole de la domination, celui qui doit rester quand l'autre doit partir. Mais les traces archéologiques ne montrent pas de guerre des exterminations massives. Elles montrent plutôt une lente dérive, une marginalisation psychologique de Néandertal qui n'a pas su ou pas voulu adopter la frénésie symbolique de Sapiens. Il y a une tristesse métaphysique dans cette disparition, une solitude de l'espèce qui a vu son jumeau s'éteindre. La numérologie de cette transition nous enseigne que la diversité est une force de survie. Le chiffre 9 représente ici la fin d'un cycle et la naissance d'une humanité unique mais plurielle. En regardant le visage d'un néandertalien dans le reflet des eaux noires, Sapiens a découvert sa propre humanité. Il a compris que la pensée n'est pas le monopole d'une seule forme physique. Cette leçon de psychologie archaïque est plus pertinente que jamais aujourd'hui alors que nous cherchons à définir ce qui nous rend humains face aux machines ou aux intelligences artificielles. La rencontre des espèces a été la première grande épreuve de notre empathie sociale. Elle a forgé notre capacité à traduire l'intraduisible et à reconnaître une âme derrière un regard différent. Les ancêtres nous murmurent que nous sommes tous des bâtards de la préhistoire, des êtres nés d'un mélange de peur et de désir entre deux humanités qui ont partagé le même feu sous les mêmes étoiles. Écoutez le silence de la vallée là où le dernier néandertalien a peut-être poussé son dernier soupir. Il ne reste rien de lui dans la pierre, mais tout de lui est en vous, dans la structure de votre crâne, dans la résistance de votre peau et dans cette mélancolie profonde qui vous saisit parfois sans raison devant l'immensité du monde sauvage. Nous sommes le fleuve qui continue, mais ils sont la source froide qui nous a donné notre force. Chapitre 10. C'était l'alimentation comme rituel, la psychologie du commun foyer. Approchez-vous du centre du cercle là où la chaleur devient une caresse et où l'odeur de la chair rôtie commence à saturer l'air humide de notre abri. En l'an 10 000 avant notre ère, manger n'était jamais un acte banal ou purement biologique. C'était une communion ésotérique, un pont jeté entre la mort de l'animal et la vie de la tribu. La psychologie de l'alimentation paléolithique est le fondement de notre lien social car le partage du feu est la première forme de contrat que l'humanité a signé avec elle-même pour ne pas sombrer dans l'animalité brute. La psychologie du foyer repose sur une hiérarchie du sacré. Le chiffre 1 représente ici le feu central, cette entité vivante qu'il faut nourrir avant de se nourrir soi-même. Autour de cette flamme unique, le clan s'organise en cercle concentrique. Manger ensemble, c'est affirmer que nous appartenons au même corps. Chaque morceau de viande, chaque racine, chaque baie récoltée est chargé d'une intention de survie collective. La mastication lente dans le silence de la grotte n'est pas seulement une digestion, c'est une méditation sur la force que nous extrayons de la terre.
Nos ancêtres savaient que on devient ce que on mange et en consommant le cure du cerf ou la moelle du bison ils espéraient intégrer la bravoure et la résistance de la bête. Et l'ésotérisme du repas se manifeste dans la préparation. On ne jette pas la nourriture dans les flammes sans protocole. Le chiffre 2 symbolise ici la transformation de l'état brut à l'état sacré par l'action du feu. La cuisine est la première alchimie de l'humanité. En changeant la texture et le goût des aliments, l'homme affirme son pouvoir sur la nature. On utilise des pierres chauffées à blanc que on plonge dans des outres de cuir pour faire bouillir l'eau. Ce bouillonnement est le chant de la vie retrouvée. La psychologie du don intervient alors les meilleurs morceaux ne sont pas pour le plus fort mais pour celui dont le clan a le plus besoin ou pour l'ancienne qui porte la mémoire du groupe. Dans la numérologie du partage le chiffre 3 est encore une fois le pivot du rituel. Il y a la part pour les vivants, celle qui entretient les muscles et le souffle. Il y a la part pour les esprits que on jette dans les braises ou que on dépose dans un recoin sombre pour apaiser les puissances invisibles. Et enfin il y a la part pour l'avenir, les restes que on sèche ou que on fume pour les jours de disette. Cette gestion tripartite montre une intelligence prévoyante et une conscience du temps long. Manger c'est gérer l'équilibre entre le présent et l'éternité. La psychologie du goût était liée à la survie immédiate. Et l'amertume signalait le poison, le sucré promettait l'énergie et le gras était le trésor suprême, la protection contre le gel. Le chiffre 7 revient souvent dans les cycles de collecte des plantes sauvages. On savait qu'il fallait attendre cette lune pour que telle racine soit gorgée de sa force médicinale. Et l'alimentation était une pharmacopée constante. On ne se nourrissait pas seulement pour ne plus avoir faim mais pour soigner les déséquilibres de l'esprit. Certaines herbes ajoutées au repas commun servaient à apaiser les tensions ou à stimuler les rêves prophétiques avant une grande décision. Il y avait aussi une dimension de sacrifice dans chaque repas. Le chiffre 9 représente la fin de la vie animale et le renouveau de la force humaine. On ne gaspillait rien. Les os étaient brisés pour la moelle, la peau tannée pour le vêtement, les tendons utilisés pour les arcs. Cette économie totale est le signe d'une psychologie de la gratitude. On ne prend pas à la nature sans une forme de respect profond. Le repas était le moment où on racontait l'histoire de la capture, où on honorait la proie. Cette narration permettait de transformer la violence nécessaire de la chasse en une culture de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous mangeons souvent seuls devant des écrans déconnectés de la source de notre subsistance. En nous replongeant dans le rituel du foyer ancien, nous redécouvrons que la nourriture est le premier langage de l'amour et de la protection. Chaque bouchée partagée est un serment de fidélité au clan. Le feu nous murmure que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation mais dans la capacité à s'asseoir ensemble et à transformer un animal sauvage en une énergie humaine capable de changer le monde. Écoutez le crépitement de la graisse dans les flammes et le bruit des mâchoires qui s'activent en rythme. C'est la musique de la persistance humaine. C'est le rythme de notre victoire sur l'oubli et le froid. Nous sommes les invités à cette table éternelle et le festin continue en nous chaque fois que nous honorons la vie que nous recevons. Chapitre 18 l'art comme survie. Pourquoi peindre quand on a faim? Levez les yeux vers la voûte de pierre qui nous surplombe et laissez votre regard se perdre dans les entrelacs de lignes sombres et de taches éclatantes. En 10 000 avant notre ère, une question fondamentale se pose à nous. Pourquoi un groupe d'êtres humains épuisés par le froid et harcelés par la faim consacrerait-il des centaines d'heures à ramper dans des galeries étroites pour peindre des bisons sur les parois? La psychologie de l'art au paléolithique n'est pas une affaire de décoration ou de loisirs bourgeois. C'est une stratégie de survie absolue, une arme métaphysique pour ne pas sombrer dans le néant. L'art est la première technologie de capture de la réalité. Pour l'homme de la pierre, nommer et dessiner, c'est posséder. La psychologie de la création repose sur un acte de domination mentale. Le chiffre 1 représente ici l'idée unique, la vision qui doit s'incarner. En traçant le contour d'un mammouth, l'artiste ne cherche pas à faire une jolie image. Il cherche à emprisonner l'âme de la bête dans la pierre pour que les chasseurs puissent la rencontrer dans le monde physique. C'est une psychologie de la simulation. On peint la réussite de la chasse pour qu'elle se réalise. On dessine la fécondité des troupeaux pour que la terre continue de donner. L'art est le moteur de la loi de l'attraction avant l'heure. L'ésotérisme de la peinture rupestre utilise les reliefs de la roche comme une collaboration avec l'esprit de la terre. Le chiffre 2 symbolise cette alliance entre la main de l'homme et la forme naturelle de la paroi.
Si une bosse de calcaire ressemble à la croupe d'un cheval et l'artiste se contente de souligner ce que la montagne lui propose. C'est une leçon d'humilité et de symbiose. La psychologie de l'artiste préhistorique est celle d'un traducteur de l'invisible. Il ne crée pas à partir de rien, il révèle ce qui est déjà la tapis dans l'ombre des siècles. C'est pour cela que on trouve des peintures dans les endroits les plus inaccessibles, là où on ne peut se tenir qu'à genoux. Le geste artistique est une initiation, un sacrifice physique destiné à prouver la sincérité de l'intention humaine. Dans la numérologie de l'art, le chiffre 3 intervient comme la trinité de l'œuvre, le pigment, la roche et la lumière. Sans la flamme de la lampe à graisse, l'œuvre n'existe pas. Elle reste dans le noir absolu. La psychologie de la révélation est ici centrale. L'art n'est pas fait pour être exposé en permanence. Il est fait pour apparaître subitement lors d'un rituel puis disparaître dans l'obscurité. Cette intermittence crée un impact émotionnel colossal sur les spectateurs. Voir un lion de feu surgir du noir profond sous l'effet d'une torche mouvante modifie instantanément la chimie du cerveau. Cela crée un état de transe, un sentiment de connexion directe avec le divin. Le chiffre 7 revient dans les compositions géométriques qui accompagnent les animaux. 7 points rouges, 9 traits de charbon. Ces codes numérologiques sont les ancêtres de l'écriture. Ils servent à structurer le récit et à transmettre des informations sacrées sur les cycles du monde. L'art paléolithique est une encyclopédie visuelle de la survie. On y apprend à distinguer les espèces, à comprendre leur comportement et à respecter les forces qui régissent l'univers. La psychologie de la transmission est le cœur de cette pratique. En peignant, les anciens disent aux jeunes: nous avons vu cela, nous avons vécu cela et vous le vivrez aussi. Il existe aussi une psychologie de la trace. En laissant l'empreinte de sa main sur la paroi, l'individu affirme sa présence contre le temps qui passe. Le chiffre 1 est le cri de l'existence: je suis là. Dans un monde où on peut disparaître sans laisser de traces au fond d'une crevasse ou sous les crocs d'un ours, l'art est la seule garantie d'éternité. C'est une lutte psychologique contre la peur de l'oubli. L'art permet de transformer une vie précaire en une légende immortelle. C'est la première victoire de l'esprit sur la matière morte. Aujourd'hui, nous consommons des images par milliers sans plus les regarder. En nous reconnectant à l'art des cavernes, nous redécouvrons que chaque ligne est une prière et que chaque couleur est un défi lancé au silence des étoiles. Nos ancêtres nous disent que on ne survit pas seulement par la nourriture mais par la beauté et le sens. Tant que nous serons capables de dessiner nos rêves sur les murs de nos prisons, nous resterons des êtres libres. Écoutez le silence de la pierre qui porte encore la chaleur de la main de l'artiste. Vous n'êtes pas devant une image ancienne, vous êtes devant une volonté de fer qui a traversé 10 000 ans pour vous dire que la lumière finit toujours par triompher de l'ombre si on a le courage de la peindre. Chapitre 19. Globalement froid, la psychologie d'une civilisation sur le fil du rasoir. Le feu vacille une dernière fois et le froid s'engouffre par l'entrée de la caverne, apportant avec lui le parfum des glaces millénaires. En l'an 10 000 avant notre ère, l'humanité ne vivait pas dans un climat de stabilité mais sur le fil du rasoir d'une catastrophe climatique permanente. La psychologie de la fin du monde n'était pas une fiction cinématographique pour nos ancêtres, c'était leur réalité quotidienne. Imaginez la pression mentale d'un groupe qui voit le glacier avancer de quelques mètres chaque année ou les troupeaux de rennes s'éloigner vers des horizons inaccessibles. C'est ici que s'est forgée la psychologie de la résilience extrême. La psychologie face au grand froid repose sur une solidarité sans faille. Le chiffre 1 représente ici le groupe comme un seul organisme vivant. Si un faiblit, c'est la survie de tout ce qui est menacé. Dans cette ambiance de fin du monde, les émotions superflues disparaissent pour laisser place à une lucidité froide. On apprend à économiser chaque geste, chaque souffle, chaque calorie. La peur du gel n'est pas une angoisse paralysante mais un moteur d'innovation. C'est parce qu'il faisait un froid de mort que l'homme a inventé l'aiguille à chat pour coudre des vêtements hermétiques en peau de renard ou de loup. Cette invention n'est pas seulement technique, elle est psychologique, elle marque le passage de l'être qui subit la nature à l'être qui s'en protège par l'intelligence. L'ésotérisme de cette période est marqué par une numérologie de l'urgence. Le chiffre 2 symbolise l'équilibre précaire entre la vie et la mort, la lumière du foyer et le blanc infini du glacier. Les chamans pratiquaient des rituels pour apaiser les esprits du froid, cherchant à négocier un répit avec les puissances de l'hiver.
Le chiffre 3 intervient alors comme la trinité de la persévérance, la patience, le courage et l'espoir. On racontait des histoires de contrées lointaines où le soleil ne se couchait jamais et où l'herbe restait verte. Ces récits n'étaient pas des contes pour enfants mais des outils de survie psychologique pour empêcher le clan de succomber à la léthargie et au désespoir. La psychologie de la finitude se manifeste aussi dans le rapport au territoire. Le chiffre 7 représente les 7 directions de l'espace que on doit surveiller pour anticiper le mouvement des glaces. On devient nomade par nécessité mais on reste sédentaire par l'esprit car on transporte sa culture et ses signes partout avec soi. La numérologie des saisons devient une obsession. On compte les lunes de gel et on guette le moindre signe de dégel avec une ferveur religieuse. Chaque bourgeon qui survit à la glace est perçu comme une victoire du sacré sur le néant. C'est dans cette lutte contre le refroidissement global de l'époque que l'humanité a appris à ne jamais abandonner. Dans l'obscurité de la grotte, le chiffre 9 est associé à la renaissance possible après le grand sommeil de l'hiver. On pratiquait des rites de passage où on simulait la mort par le froid pour mieux célébrer le retour à la chaleur du foyer. Cette confrontation volontaire avec la finitude a sculpté un cerveau humain capable de gérer des crises majeures. Nous sommes les héritiers de cette psychologie de l'Apocalypse. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres n'ont pas tremblé quand le ciel est devenu noir et que la terre a cessé de produire ses fruits. La survie était une question de morale autant que de nourriture. Celui qui cessait de croire au retour du printemps mourait avant même que son sang ne gèle. Et l'ésotérisme des cavernes nous enseigne que la véritable chaleur vient de l'intérieur de la force du récit et de la solidarité du cercle. Le froid n'était pas un ennemi mais un maître exigeant qui nous a obligés à devenir divins pour ne pas disparaître. Chaque foyer allumé dans la neige était un défi lancé à l'univers, un acte de résistance pure. Ressentez ce frisson qui parcourt votre échine. Ce n'est pas seulement le froid de votre chambre, c'est l'écho d'un traumatisme et d'une victoire vieille de 10 000 ans. Nous portons en nous la mémoire de ceux qui ont marché sur la glace sans jamais baisser les yeux. Ils nous murmurent que même quand le monde semble s'éteindre, il reste toujours une étincelle de conscience pour rallumer le prochain soleil. La psychologie de la survie est notre héritage le plus précieux, le code secret gravé dans nos gènes pour affronter tous les hivers à venir. Chapitre 20 Épilogue. La mémoire génétique. Pourquoi vous entendez cette voix maintenant? Le feu est presque entièrement muet en un tapis de braise rougeoyante et le silence de la grotte se fait si profond qu'il semble peser sur vos épaules comme le poids de 100 siècles d'histoire. Nous voici arrivés au terme de notre immersion au seuil de ce monde qui allait bientôt voir naître les premières cités et l'aube de l'agriculture. Mais avant de nous quitter, il nous faut comprendre l'essentiel. Pourquoi tout cela résonne-t-il encore en vous en 2026? La réponse ne se trouve pas dans les livres des archéologies mais dans les spirales de votre propre code génétique et dans les recoins les plus sombres de votre psyché. La psychologie de la mémoire génétique est une science de l'invisible. Le chiffre 1 représente ici cette lignée ininterrompue, cette chaîne de sang qui vous relie directement à l'homme qui taillait son silex dans cette même obscurité il y a 10 000 ans. Vous n'êtes pas seulement ses descendants, vous êtes lui. Ses peurs, ses intuitions, ses victoires sur le froid et la faim sont encodées dans vos neurones. Cette angoisse sourde que vous ressentez parfois sans raison lorsque la nuit tombe ou ce sentiment de plénitude absolue devant un feu qui crépite ne sont pas des accidents. Ce sont des résurgences du paléolithique. Votre cerveau moderne n'est qu'une fine couche de peinture posée sur une structure de pierre ancienne. Et l'ésotérisme de cette survie réside dans la transmission des archétypes. Le chiffre 2 symbolise la dualité entre votre vie technologique et votre être biologique archaïque. Pourquoi cherchez-vous la protection des murs? Pourquoi avez-vous besoin de vous regrouper en clans, qu'ils soient numériques ou réels? C'est l'instinct de la caverne qui parle. La psychologie de la reconnaissance des visages et des signes que nous avons explorés tout au long de ce voyage est celle qui vous permet aujourd'hui de naviguer dans le chaos de l'information. Votre capacité à déchiffrer les symboles et à chercher un sens caché derrière les apparences est l'héritage direct des chamans qui lisaient l'avenir dans les entrailles d'un reine ou dans les ombres d'une paroi. Le chiffre 3 intervient comme la trinité du temps, le passé de nos ancêtres, le présent de votre écoute et le futur de l'espèce. En écoutant ce récit, vous avez activé une résonance ancestrale. La numérologie sacrée des 7 directions et des 9 cycles de la Lune n'est pas une curiosité historique, elle est la grammaire de votre inconscient. Nos ancêtres ont survécu à une ère de glace pour que vous puissiez être ici aujourd'hui.
Leur psychologie de la résilience est votre bouclier contre les crises du présent. Ils vous disent que tant que l'esprit reste capable de créer de l'art et du rituel, aucune fin du monde n'est définitive. Dans le silence de cet épilogue, ressentez la présence de ceux qui ne sont plus. Le chiffre 1 redevenu unité totale nous rappelle que l'humanité est une seule et même aventure. Nous avons traversé des millénaires de solitude dans les toundras infinis pour apprendre une seule leçon: la connexion est notre seule survie. Les signes des ocres rouges sur les murs de Lascaux ou de Chauvet sont des messages qui vous sont destinés personnellement. Ils disent: nous avons existé, nous avons aimé et nous avons vaincu l'oubli. Vous entendez ma voix aujourd'hui parce que vous avez besoin de vous souvenir de votre propre force. En 2026, alors que le monde semble parfois se fragmenter, la psychologie du Paléolithique nous offre une encre. Elle nous rappelle la pureté des commencements, la sacralité du partage et la puissance du silence. Ne fuyez pas l'obscurité, apprivoisez-la comme ils l'ont fait. Cherchez votre totem, écoutez vos rêves et n'oubliez jamais que vous portez en vous le feu qui a éclairé les premières nuits de l'humanité. Le voyage dans l'écho des cavernes s'achève ici pour ce soir, mais la flamme ne s'éteint jamais vraiment. Elle couve sous la cendre, prête à jaillir au moindre souffle de curiosité. Merci d'avoir partagé ce cercle avec moi. Merci d'avoir honoré la mémoire de ceux qui nous ont ouvert la voie. Restez connectés à votre instinct, restez fidèles à votre lignée et gardez toujours un île sur les ombres, car c'est là que réside la vérité. Que le murmure des ancêtres guide vos pas dans le monde de demain. Le soleil va bientôt se lever sur une nouvelle ère, mais ici dans la grotte le temps est éternel. Nous sommes les enfants de la pierre et de l'étoile. Nous sommes l'humanité debout et rien ne pourra jamais effacer notre trace sur la paroi du temps.